Madame la ministre, merci beaucoup d'être avec nous pour clore cette journée dédiée à l'engagement. Si nous avons tenu et demandé à ce que vous soyez avec nous aujourd'hui, c'est que toute la journée, nous avons interrogé les diverses dimensions de l'engagement. Or, un engagement est par définition politique. Nous avons essayé de comprendre ce que la culture de l'immédiateté, la polarisation des débats et la défiance aggravée faisaient aux champs divers et variés de l'engagement. Or, l'engagement politique n'est pas exempt de tous ces maux de notre siècle. Et donc, c'est un plaisir pour nous de recueillir votre témoignage, celui de votre engagement en tant que ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, c'est-à-dire en fait du vivant. Vous êtes ministre du vivant, ça tombe bien, ça nous intéresse beaucoup. Vous êtes membre du gouvernement depuis 2018, vous avez été élu député en 2024, vous connaissez donc les rouages et les rudesses à la fois des administrations centrales et la polarisation et les antagonismes des élections locales. La première question que j'ai pour vous, la politique partisane vous semble-t-elle adaptée aux enjeux de notre temps ? Vous voyez à quel point il est difficile de trouver des interlocuteurs, de maintenir cette conversation dont nous parlions. Vous croyez encore à cette politique-là comme une manière de créer du commun et surtout de favoriser les engagements ? Alors, je crois que le débat démocratique, il suppose forcément, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'avoir des gens qui ne partagent pas les mêmes idées. Ça, c'est certain. En revanche, il y a un piège, qui est un piège qui a tendance à se refermer sur nous ces dernières années et ces derniers mois, qui n'est pas propre à la France, qui est celui de la polarisation et effectivement de la détestation. C'est-à-dire que le langage politique va sur le registre de l'absence absolue de capacité à discuter ensemble, parce que nous n'avons rien à partager et que c'est une donnée de base. Et donc, cette polarisation du débat politique, il renforce évidemment les extrêmes. C'est très simple. Et d'ailleurs, c'est visuel et c'est physique à l'Assemblée nationale. C'est que ça fait ping et pong en permanence et que ça déborde sur les réseaux sociaux qui eux-mêmes entretiennent cette polarisation en créant des bulles de communautés de gens qui se renforcent et, pardonnez-moi l'expression triviale, qui se montent le bourrichon entre eux. Et au milieu, ceux qui essayent d'avoir cet art de la nuance, cette espèce de tentative de débat, de discussion, de nuance, j'y reviens, se trouvent en fait piégés des deux côtés. C'est assez paradoxal parce que si on regarde la vie politique européenne, en même temps, il y a beaucoup de coalitions qui se sont formées. Donc beaucoup d'occasions dans beaucoup de pays européens, y compris d'ailleurs dans le nôtre, ce qui est contraire à notre culture politique, de tentatives de travailler ensemble alors qu'on n'a pas les mêmes opinions politiques. Donc je pense qu'il faut dézoomer et ne pas se faire prendre au piège de cette polarisation politique, de cette tentation des extrêmes, alors qu'au fond, ce qui se dessine et au niveau du gouvernement et au niveau des démocraties parlementaires voisines et au niveau aujourd'hui de la politique territoriale. Vous prenez par exemple l'engagement municipal, de plus en plus de listes apolitiques, pas apolitiques, c'est pas un bon terme, de plus en plus de listes transpartisanes se montent avec des gens, des hommes et des femmes de bonne volonté qui, grosso modo, partagent des éléments communs, une lecture commune du territoire et surtout une ambition commune et un appétit commun pour faire bouger les lignes et faire mieux pour leur territoire. Donc là, on est aussi piégé par une dictature de l'immédiateté, une dictature du clash, et aussi le fait, et c'est une polarisation qui est liée aux médias, c'est que les passions tristes font plus de trafic que le positif. Donc, vous le savez, certains médias sont à l'oreillette et en fonction du rythme de montée et de descente de l'audience. Et quand ça ne clash pas suffisamment, vous avez un appel à l'oreillette en disant « Non, là, il faut que tu renvoies un peu » ou alors tu arrêtes de faire parler ce type qui est en train de nous endormir en disant tous les chouettes projets qu'il est en train de porter. Il faut du clash, il faut que tu relances. Donc voilà le paysage dans lequel on est et je crois que les engagés ne doivent pas être dupes de ça et doivent s'extraire de ce piège des extrêmes.
On peut rappeler effectivement qu'il n'y a pas de politique sans dissensus. Il faut forcément un débat. La polarisation en est en revanche une caricature. Nous venons d'aborder la question de la polarisation de notre temps. Je voudrais que nous passions à un autre écueil de l'engagement. Votre ministère est celui au fond du futur, puisqu'il s'agit d'essayer de garantir les conditions d'habitabilité de la planète. On pourrait espérer que ne pas crever de chaud sur une planète mourante soit un projet fédérateur. On pourrait se dire, tiens, il y a là quelque chose, c'est peut-être pas idiot d'essayer d'y aller. Pourtant, le premier parti de France, en termes de votants, ainsi que des médias dont vous parliez à l'instant, qu'on pourrait qualifier de nihilistes, au fond, continue avec délectation de faire planer un doute sur la nature anthropique du réchauffement climatique. Ce sont les mêmes qui refusent les éoliennes, mais qui voudraient évidemment de la climatisation, surtout quand ils refusent les plans froids, et qui voudraient de l'indépendance patriotique, mais soutiennent notre dépendance aux énergies fossiles que, évidemment, nous avons tous et toutes en bas de chez nous. Un écueil fondamental de l'engagement, c'est le cynisme, c'est-à-dire cette opposition qui ne construit plus rien et qui est là pour exister par le non. Est-ce que vous pensez encore aujourd'hui, face à ce cynisme revendiqué, j'ai une pensée, peut-être une pension bientôt, émue pour Pascal Praud, qui, rappelons-le, fait des émissions parce qu'il fait froid l'hiver, mais qui, étonnamment, ne fait pas des émissions quand il fait très chaud l'été, parce que c'est plus difficile de nier le réel dans ces conditions. Pensez-vous encore que la transition écologique peut vraiment nous fédérer, ou en fait, les enjeux sont trop complexes et vraiment les politiques à mettre en œuvre sont d'une telle ampleur qu'à un moment, forcément, on va retrouver ce dissensus dont vous nous parliez? Alors, je pense qu'en réalité, ce qui est en train de se passer, bien sûr, il y a un backlash écologique. Bien sûr, il y a des propos qui sont contraires à la science, voire il y a des attaques de scientifiques. En ce moment, il y a des attaques de météorologiques, il y a des attaques de journalistes météo. C'est un peu hallucinant parce que certains disent qu'il y a une vague de chaud qui arrive sur le pays et ils n'utiliseraient pas la bonne couleur de rouge pour faire peur et porter un discours militant. C'est ce qui leur est opposé avec violence et avec des menaces verbales qui vont très très loin. Mais là aussi, si on dézoome un peu, en réalité, on est en train de rentrer dans le dur. C'est-à-dire que le déni, la lâcheté et le cynisme, qui est le combo gagnant à certains moments à l'Assemblée nationale, est d'autant plus fort que nous rentrons dans une transformation en profondeur de la société qu'on n'a jamais autant fait en réalité par rapport à la transition écologique, qu'en fait les entreprises, elles y vont forcées ou, je dirais, d'accord avec le projet, que les ménages sont en train de transformer leur rapport à la consommation, même s'il y a des pas de côté, des choses bizarres, des hiatus. Mais enfin, si on regarde en 5 ans comment on a changé nos habitudes de consommation, l'explosion, enfin, le tri des déchets, des choses aussi simples que ça. Je veux dire, il y a 5 ans, c'était des choses qui étaient extrêmement peu finalement développées, à part par des gens très, très rigoureux et qui étaient beaucoup plus engagés. Donc, en fait, on est dans le cycle classique de la transformation et de la conduite du changement. Le déni, la colère. Et il y a nécessairement des gens qui vont surfer sur le déni et sur la colère. C'est classique dans la conduite du changement. À l'inverse, le vrai sujet, c'est comment on trouve les clés de la transition écologique comme récit collectif. Pour les entreprises, ça me paraît finalement assez simple. Parce que la clé de la transition écologique, c'est quand même la survie. Ce qui est un truc qui motive assez bien les entreprises, la pérennité de leur activité. Techniquement, nous aussi, ça devrait nous motiver quand même, a priori. Oui, mais ça paraît lointain encore. Ça paraît encore abstrait. Et puis on pense qu'on va pouvoir y échapper à titre individuel, c'est surtout ça. Les entreprises, aujourd'hui, on a des analyses qui nous disent que 72% d'entre elles dépendent de manière critique des services écosystémiques. Pas de services écosystémiques, pas d'entreprise. Ça fait quand même plus de 2/3 des entreprises. Donc c'est près des 3/4. Donc cette menace-là, elle est réelle et c'est un récit de construction collective, c'est un récit de mobilisation des salariés, c'est quelque chose qui peut permettre de construire une marque employeur, qui peut construire une marque tout court, qui peut fidéliser des clients. Dans la population, la question clé, et celle sur laquelle moi j'essaye de travailler, c'est au fond « What's in it for me ?»
Est-ce que je suis capable de construire une écologie qui dise à chacun qu'est-ce qu'il y a pour vous, madame, qu'est-ce qu'il y a pour vous, monsieur, qu'est-ce qu'il y a pour vous, monsieur? Quel est l'élément de qualité de vie, l'élément de santé, l'élément de cadre de vie qui fait que ça va vous parler? Est-ce que je dois vous parler de vos petits-enfants? Est-ce que je dois vous parler de la forêt d'à côté? Est-ce que je dois vous embarquer dans un projet dans lequel vous serez acteur et du coup vous allez vous épanouir, et un projet collectif? Et c'est là où nous, on doit, en récit politique, bâtir une écologie populaire, ce qui n'est pas encore bien installé dans le, je pense, en termes de narratif politique, et ce qui est probablement la clé, en particulier pour les élus de terrain, qui ont plus de champs pour bâtir ces projets collectifs. On voit des trucs incroyables sur le terrain. Des projets d'alimentation territoriale où vous avez des choses qui se dessinent entre des agriculteurs qui modifient leurs pratiques agronomiques, des cantines qui se mobilisent pour récupérer les productions, avec de la réinternalisation en fait de toute la partie production alimentaire, de l'accompagnement des enfants dans l'éducation alimentaire, le goût, le gaspillage, et puis la cuisine. Et puis au travers de la cuisine, on peut faire plein de choses. On peut faire du français, on peut faire des maths, on peut parler de géographie, on peut parler d'histoire. Enfin, c'est un sujet finalement sans fin. Et puis c'est un sujet de lien et c'est un sujet de bonheur, de convivialité en fait. Donc vous avez des choses qui se tissent comme ça sur le terrain qui sont extraordinairement positives et dont surtout on ne parle pas parce que ce serait quand même embêtant de mettre du positif dans notre pays. Donc oui, je pense que la transition écologique est un récit collectif qui peut fédérer. Probablement que le terme transition n'est pas le bon, parce qu'on parle d'un chemin, on ne dit pas où on va. Et donc, ça fait partie des sujets, c'est où va-t-on et comment, plus profondément, on arrête de parler d'acceptabilité. L'acceptabilité, c'est quand même la cuillère d'huile de fouet de morue pour grandir, quoi. C'est pas hyper vendeur comme terme. La désirabilité, c'est plus sympa. Et la désirabilité, ça oblige à développer le pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'il y a dedans. Et on a le droit, puisqu'on parle aussi des émotions, de relier ça à la beauté. Parce qu'au fond, il y a quelque chose, il y a un levier, je trouve, qu'on n'utilise pas suffisamment et qui, moi, me frappe d'autant plus qu'à la base, je suis plutôt une urbaine qui n'est pas ni spécialement le pied marin, ni spécialement la connaissance du monde forestier. Mais je suis frappée de la manière dont la nature arrive à s'imposer à vous-même et à imposer le silence et à imposer cette nécessité que nous sommes reliés à elle-même. Sauf, encore faut-il avoir ce contact-là. Vous nous disiez à l'instant à quel point revenir au négatif est contre-productif, alors je m'excuse par avance de la démarche qui va être la mienne, mais l'autre ennemi de l'engagement, c'est le découragement, c'est-à-dire celui de la fatalité, effectivement, de se dire qu'en fait, quelle que soit la quantité d'énergie, quelle que soit l'envie, quelle que soit la détermination, on ne peut pas changer tout, on ne peut parfois pas changer grand-chose, ou en tout cas sur un temps très très long. C'est vrai, des chantiers qui sont les vôtres. Vendredi dernier, un collectif de 37 ONG spécialisées dans l'écologie se sont inquiétés de ce qu'elles appellent des reculs, des engagements non tenus, ou des actions même qui ne seront pas appliquées. Elles en ont recensé 43, évidemment l'abandon des aides et feux, la suppression des aides pour la voiture électrique, le vélo du dispositif MaPrimeRénov', même s'il est temporaire, la charge française contre la CS3D qui a été actée. Notre quotidien, vous le rappelez, est déjà impacté. La transition écologique est une préoccupation majeure des Françaises et des Français. Les rapports scientifiques sont absolument unanimes, l'urgence est vitale. Alors qu'est-ce qui nous manque ? À quelle échelle est-ce que nous tous et toutes, nous pouvons nous engager pour se dire, en fait, si on ne fait pas ça, à moyen terme, on va quand même tous crever? Alors, sur ça, moi, d'abord, c'est intéressant parce que ce que vous dites, en tout cas, les fameux reculs ne sont pas actés. Beaucoup de ces reculs ne sont pas actés. Il y a des lois qui ne sont pas encore promulguées et il y a un certain nombre d'étapes. Et c'est intéressant de voir à quel point certains acteurs vivent de l'indignation. Et je vais jusqu'au bout. Et tandis qu'ils vivent de l'indignation,
finalement, il n'embarque pas ceux qui sont dans le positif. Or, contrairement à ce qu'on dit, les politiques écologiques sont des politiques dont on voit l'impact rapidement. La qualité de l'air, depuis 2019, on a amélioré la qualité de l'air de 31%. Il n'y a pas beaucoup de secteurs du jeu, je veux dire en mathématiques, en éducation nationale, on n'a pas amélioré le niveau de 31%. On n'est pas remonté de 31% de points au PISA. Le nombre de cancers n'a pas évolué à la baisse de 31%. Deuxième exemple, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, elles ont diminué de 20% ces 7 dernières années. On a fait 4 fois plus que les 27, enfin pas 4 fois plus, on a fait plus que les 27 années qui ont précédé. Quoi qu'on en dise, c'est une vraie accélération. Si on n'est pas capable effectivement de reconnaître ces évolutions positives, quelque part, on nourrit cette polarisation et cette espèce de tension entre vous êtes nul, vous faites rien, et vous êtes dangereux, vous ne devriez rien faire, qui est exactement le piège dans lequel on est, et qui est exactement ce sur quoi veulent nous pousser un certain nombre d'acteurs politiques. Moi, j'observe une chose, c'est qu'en réalité, on est dans pareil, les reculs sur des lois qui ne sont pas encore passées. En fait, C3SD et enfin les deux, la CSRD, C3SD, pardon, c'est des textes qui n'existent pas encore. Donc c'est des textes qui sont en négociation et qui font effectivement 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 1 pas en avant, 3 pas en arrière et qui bougent. Mais ce sont par nature des nouveautés dans le droit européen. Ils n'existent nulle part ailleurs, nulle part ailleurs. Et ils vont exister dans notre droit avec plus ou moins de force. Donc c'est pour ça que encore faut-il les voter, les appliquer. La CS3D, le président Macron lui-même, avec le chancelier allemand, a finalement appelé à leur suspension, plus ou moins. Vous nous parliez de choses qui ne sont pas encore actées. Il a diminué le nombre d'entreprises qui allaient les appliquer. Et la France est le seul pays aujourd'hui. C'est le seul pays aujourd'hui qui a une loi. Absolument, depuis 2017. Depuis 2017. Donc en fait, c'est d'autant plus surprenant. La France applique ce texte. La France l'applique. Donc il n'y a pas de recul sur un texte en France, vous voyez. Mon point n'est pas est-ce que la France ne fait rien, ce que je ne prétends pas. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien que le récit, vous voyez bien que le récit qu'on en fait, des reculs terribles, etc., sur des sujets qui sont difficiles et sur lesquels on essaye d'avancer, sont terriblement contre-productifs et nourrissent cette polarisation sur laquelle finalement surfent les deux extrêmes. Là où on devrait dire, bon, écoutez les gars, c'est pas terrible, à votre affaire, bon, on prend le point, mais on pense qu'il faut aller plus loin. On exige de vous que ce ne soit pas les entreprises de telle taille, mais les entreprises de telle autre taille. Alors que là, on fait un catalogue de choses qui soit ne sont pas encore décidées, soit ne sont pas des vrais reculs, parce que, pardon, mais les bonus n'ont pas été retirés. C'est faux, c'est un mensonge. Non, ils ne sont pas retirés, mais les dispositifs qui permettent d'y avoir accès, toujours accessibles. Sur MaPrimeRénov', par exemple, il est suspendu. Oui, alors ils ne sont pas suspendus sur la partie geste, monogeste. Ils vont être suspendus 2 mois et demi parce qu'il faut lutter contre la fraude. Donc il y a une explication derrière qui est parfaitement rationnelle. Et il n'y a pas de remise en cause du budget. Et vous voyez comment on raconte les choses. Et moi, j'en ai assez, en fait, comme personnalité politique. Moi, je viens de la société civile. J'ai été dirigeante d'entreprise, j'ai fait des sacrifices justement au nom de l'engagement parce que j'y croyais et que je voulais faire de la politique autrement. Et faire de la politique autrement, c'était sortir du clash permanent de les 2 minutes de vidéo. Alors maintenant sur TikTok, on n'est même plus à 2 minutes, on est à 30 secondes, on fait la vidéo, bim, on la balance, où on agresse l'interlocuteur en disant c'est nul ce que vous faites. Et surtout, on n'écoute pas la réponse. Les questions au gouvernement, c'est quelque chose de saisissant. J'ai une expérience un peu improbable. Et pour s'en rendre compte, il faut être en bas, c'est-à-dire dans la fosse, parce que le bruit que ça fait. Aujourd'hui, j'ai été interrogée, je n'entendais pas. Je ne m'entendais pas parler dans ma réponse. Je ne m'entendais pas parler. Parce qu'on ne voulait pas que je m'entende parler. Parce que le débat gêne. Parce que la nuance gêne. Et effectivement, je le redis, il ne faut pas être dupe de cela. L'extrême droite renforce l'extrême gauche renforce l'extrême droite. Il y en a un qui a un projet politique de conquête du pouvoir, il y en a un autre qui a un projet de bordélisation et de conquête du pouvoir par d'autres voies. Mais quel que soit ce projet, ce n'est pas le projet de la majorité silencieuse des Français.
Et la majorité silencieuse des Français, elle aspire à ce qu'on bosse pour elle, à ce qu'on leur apporte des solutions, et à ce qu'on fasse société et nation. Et c'est là où l'enjeu de l'engagement est absolument nécessaire. Et c'est là où il ne faut pas laisser passer les messages de la TV en continu qui nous enferment dans des bulles et qui nous empêchent de parler avec les autres. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites. Je m'y reconnais totalement. C'est terrifiant. Dans ma campagne du Pas-de-Calais, où je suis allée sur un territoire qui est quand même assez RN, hein, je veux dire, le Pas-de-Calais, c'est 12 circonscriptions, 10 députés RN. 2 survivants qui sont du bloc central, enfin 2 survivants, dont une qui est mono-élue, enfin primo-élue, pardon, primo-excédente, comme on dit, dont c'était la première campagne. On m'a dit, il faut que tu ailles voir les réseaux, les mamas, l'imam, le machin, le truc. J'ai dit, non, moi je vais faire du porte-à-porte. La dernière semaine de campagne, j'ai fait 80 km de porte-à-porte. Les gens m'ouvraient la porte, c'était assez clair au bout de 5 minutes qu'ils votaient RN. Assez clair. Mais ils étaient charmants. Ils m'écoutaient, ils parlaient, contestaient, machin. Et quand on leur parlait d'écologie, autant vous dire que j'avais un accueil froid. Et pourtant, quand vous les faites développer, ils commencent à vous dire « Ouais, quand même, ce qu'on mange à la cantine, moi, mes enfants, j'aimerais bien que... » Vous comprenez, on a un agriculteur. Pourquoi c'est pas lui qui livre la cantine? Et puis, vous savez, je suis pêcheur. C'est dramatique, on n'a plus de poissons aujourd'hui. Moi, je peux même pas emmener mon gamin aller pêcher. On voit bien qu'il y a de la pollution. Les gens vous parlent d'écologie. Et donc, fondamentalement, on a ce qui nous rassemble est beaucoup plus puissant que ce qui nous oppose. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'on va à l'international. Ce qui fait société en France, ce qui nous relie, quand on va, mais même pas très loin, hein, en Allemagne, en Suède, en Finlande, les espèces de réflexes un peu ataviques sur la concurrence déloyale, sur l'alimentation qu'on doit avoir ou qu'on ne doit pas avoir, sur le partage de l'effort entre les entreprises et les ménages, sur la manière dont on doit accompagner les plus vulnérables, est une équation où on est très reliés, très en phase. On a quand même la droite la moins libérale du monde. Parce que ça dit quelque chose de notre pays. On est un pays où on pense que le politique a un magistère de la langue, que lorsqu'il parle, il a une parole performative. C'est pas très répandu dans le monde. Donc ces éléments-là qui nous relient, si on les mettait en facteur commun, on irait beaucoup plus loin. Et moi, je crois assez profondément, effectivement, en vertu de l'engagement, effectivement, en vertu de l'engagement au plus près du terrain, mais surtout, comment on arrive à faire exploser les bulles dans lesquelles un certain nombre d'intérêts financiers, pardon de dire le mot, et d'intérêts politiques essayent de nous enfermer pour nous empêcher de finalement s'apercevoir que le gars d'à côté, ok, il vote peut-être RN, mais en réalité, il y a plein de trucs qu'on partage, et c'est juste qu'on a une perception différente, ou une lassitude, ou une colère qui s'exprime de manière différente. Les moyens de briser ces bulles m'intéressent beaucoup. Ce sera ma dernière question. On a balayé le cynisme, la polarisation, la complexité des changements à opérer. Ils sont un effet corrosif sur notre démocratie, qui est évidemment, comme toutes les démocraties, très fragile, mais qui n'est pas en très grande forme. Selon une étude de 2024 commandée par le CESE, 23% des Français estiment que la démocratie n'est pas le meilleur système politique existant. C'est un chiffre qui monte à 31% chez les moins de 35 ans. Forte de ces campagnes dont vous nous parliez, forte de l'expérience qui est la vôtre, ces bulles à exploser, ces liens à retisser, ce vivre ensemble à retrouver, concrètement, comment on fait? C'est une très bonne question. Si j'avais la solution, je ne serais peut-être pas là. D'abord, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup nourri pour essayer de comprendre ce qu'on vit, c'est celui de Yascha Mounk sur le peuple contre la démocratie, et qui montre, qui est quand même assez documenté d'un point de vue académique, et qui notamment met en évidence à peu près les mêmes statistiques, mais dans plein d'autres démocraties vieillissantes. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, c'est-à-dire, y compris, il y a une question qui est, est-ce que ce serait un problème d'avoir, alors c'est pas un dictateur, mais c'est une personnalité autoritaire à la tête du pays. Souvent c'est homme fort. Voilà, un homme fort, une personnalité, un régime autoritaire, une personnalité autoritaire à la tête du pays, un militaire, mais une figure de référence. Et beaucoup de gens disent, bah ouais, ce serait pas mal, ce serait un peu moins le bordel, quoi, donc c'est très bien. Et donc,
Donc déjà, il faut dézoomer, ce n'est pas propre à la France. C'est vraiment un phénomène de démocratie vieillissante, je pense, qui doit sortir de ce qui a été un moment triomphant de post-deuxième guerre mondiale jusqu'à, on va dire, les années 90-2000, avec une croissance sur laquelle on ne se posait pas de questions, etc., et qui aujourd'hui est confrontée non seulement à une remise en question économique, parce que y a des pays qui tapent au carreau et qui sont très forts en termes d'innovation, très forts en termes de production, ultra compétitifs, et qui veulent leur part du gâteau. Les BRICS en particulier, qui s'organisent politiquement, qui ne sont plus des nains politiques comme ils ont pu l'être pendant des années. C'est le cas de la Chine, mais c'est le cas aussi de l'Afrique du Sud, du Brésil, de l'Inde, évidemment de la Russie. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai perdu le fil de ma pensée. Vous nous disiez ce n'est pas un phénomène que français, mais ma question demeure. Concrètement, comment on fait pour renouer ces liens ? Et donc, comment on fait pour renouer ces liens ? Encore une fois, je ne prétends pas avoir la réponse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'interroger sur la question de la manière dont sont structurés nos médias et sur la capacité à construire une parole qui soit probablement, en tout cas, à transpercer les différentes bulles qui se créent autour de chacun d'entre nous et qui nous entretient dans des convictions qui est que j'ai raison d'avoir raison, que j'ai raison, et qui entretient le fait que toute forme d'opposition à mes arguments est illégitime. Ça, c'est vraiment la première question. La deuxième chose, je pense qu'elle est du côté de l'éducation. Développer l'esprit critique chez les citoyens, c'est absolument essentiel. La troisième chose, c'est comment les engager et comment les élites réinvestissent l'engagement. Moi, ce qui me frappe ces dernières années, c'est que par mon parcours, j'ai fait partie de la toute petite bulle tout en haut de l'élite pendant tout le début de mon parcours professionnel. Et ensuite, j'ai basculé et j'étais plutôt en bas de cette bulle, plutôt en bas de la chaîne alimentaire de l'élite, des 0,5%, on va dire. Puis j'ai basculé de l'autre côté et je me suis retrouvée en haut des 99,5% restants. Mais je peux vous dire que les deux ne communiquent pas du tout, que les référentiels d'argent, de vécu, de projection ne communiquent pas du tout. Et qu'il y a un sentiment qui est réel de trahison en mode marque-bloc des élites, qui est ressenti avec énormément de colère et d'amertume de la part, moi, des gens avec lesquels je vis aujourd'hui à Lens. Je rappelle, Lens, élection nationale, 65% RN. Je vis à Lens et je pense qu'il y a une vérité dans cette colère. C'est-à-dire que c'est aussi à nous, à un moment, de sortir de notre fichue zone de confort et d'aller retourner sur le terrain et de porter ces fichus combats. De considérer que ce n'est pas normal qu'un gamin n'ait pas le choix entre CAP mécanique et CAP bâtiment. Parce que c'est ça la réalité des gens que je rencontre. Je n'arrive pas à faire rentrer un gamin en CAP mécanique. Enfin, c'est quand même pas une exigence de dingue, CAP mécanique. Je n'y arrive pas, je ne trouve pas de place. J'ai pas le stage, j'ai pas l'école. Je suis ministre, je suis censée avoir du pouvoir. Voilà l'exemple typique, mais j'en ai 5 par jour, des comme ça, je peux vous les lister. Et ça, on a une fichue responsabilité en tant qu'élite, et toutes les élites, culturelles, économiques et scientifiques aussi. Et on a aussi une responsabilité de sortir de l'indignation. C'est très sympa d'être tous dans notre indignation. C'est très confortable, mais c'est très paresseux. Et un jour, on va se le prendre en boomerang et ça va coûter très cher collectivement. L'importance du dialogue et du réengagement et surtout de la justice sociale, c'est aussi tout notre projet et tout le programme d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous pour clore ce moment.